Les pirates informatiques chinois se positionnent sur les infrastructures américaines pour se préparer à faire des ravages et à causer des dommages réels aux citoyens et aux communautés américaines quand la Chine décidera que le moment est venu de frapper. Données sensibles, une émission produite par Advance. Épisode 5, le débat, deuxième partie. Bonjour à tous, dans cet épisode, je retrouve mes 4 invités de l'épisode précédent, Raina Stamboliska, Antonin Elie, Jérôme Billois et Benjamin Leroux, et nous poursuivons notre discussion sur les menaces cyber et leur prise en compte. Les attaques, par exemple, dont on fait le récit dans cette série, sur la ville de Lille et sur l'hôpital de Brest, finalement, ce n'est pas forcément des ressorts financiers qui sont derrière. Il peut y avoir bien d'autres ambitions derrière ce genre d'attaque. Il faut bien justement essayer pour éclaircir cette situation et pour éviter aussi de tomber dans une surenchère ou dans une escalade qui peut parfois être néfaste, arriver à distinguer les différentes motivations des cyberattaquants. On va avoir, pour les cas que vous citiez, et en particulier tous ceux qui sont autour de ce qu'on appelle les rançongiciels, les ransomware, donc ces attaques qui visent à bloquer un système pour demander de l'argent. Dans une énorme majorité des cas, on est quand même face à des groupes criminels qui ont vraiment envie de gagner de l'argent et qui l'affichent clairement, et on a assez de preuves qui sont accumulées pour croire à ces différents éléments. Évidemment, on a eu aussi le cas de quelques attaques sous faux nez qui se faisaient passer pour des rançongiciels qui ont été plutôt réalisés par des États, mais ça reste des cas anecdotiques qui sont quand même assez facilement identifiés. Donc voilà, il faut bien distinguer ces motivations. La première des motivations, en tout cas nous c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est 46% des attaques qu'on a été amené à gérer, c'était l'année dernière, c'est des attaques pour gagner de l'argent et au premier rang desquelles on a les ransomware. On va avoir ensuite du vol de données pour revente, etc., ou de la fraude financière pure. Vous arrivez à rentrer sur les systèmes, vous faites un virement, vous changez un RIB, voilà. Et ça, c'est plutôt donc des acteurs qui sont vraiment des criminels, qui sont là pour gagner de l'argent. Après, on a une deuxième grande motivation, qui est plutôt celle de l'idéologie. Vraiment des attaquants qui sont là pour faire passer un message. Souvent, ces attaquants-là ont des moyens technologiquement moins avancés. Et ils sont spécialistes dans le fait de faire du bruit. Et dans le fait de faire que leurs attaques vont être très visibles, finalement avec assez peu de dégâts sur le moyen et le long terme, mais avec une forte portée médiatique, et donc qui vont être très souvent extrêmement relayés, et même parfois exagérés par les médias. On peut citer l'exemple récent de l'attaque qui avait touché la Nouvelle-Calédonie, et puis on a le troisième groupe d'attaquants, là c'est les plus dangereux, les mieux dotés, c'est évidemment les attaquants étatiques, qui eux là ont des centaines, des milliers de personnes qui investissent dans la création, même si j'aime pas trop ce terme, d'armes numériques, mais en tout cas d'outils qui permettent d'utiliser des vulnérabilités des systèmes tels qu'on les utilise nous tous les jours au quotidien, et qui sont capables de rentrer de manière très discrète finalement dans des systèmes, plutôt dans des logiques d'espionnage. Et puis on a les attaquants étatiques qui eux là sortent plutôt le marteau, si on doit donner aussi une image, et là ils cassent. Ils sont là pour détruire des systèmes, ils sont là pour faire arrêter des infrastructures critiques, et c'est finalement peut-être aujourd'hui à l'échelle des États la plus grande crainte, parce qu'on voit de plus en plus de ce qu'on appelle de prépositionnement, c'est-à-dire des groupes d'attaquants étatiques qui vont rentrer dans des systèmes, s'y installer, rester dormants, discrets, pour pouvoir, le jour où ils le souhaiteront, arrêter ici tel système de distribution d'eau ou tel système de distribution d'énergie ou tel système électrique. Et c'est ça qui, à l'échelle des États, est finalement ce qui est le plus craint. Ça veut dire qu'il existe déjà donc, des armées cyber, les assaillants se structurent largement. Vous parlez d'armées étatiques ou d'attaques étatiques. On parle de quels États en l'occurrence ? Aujourd'hui, on parle de tous les États. Même aujourd'hui, la France, clairement, a ce qu'on appelle des cybercombattants et a une doctrine offensive qui a été publiée de manière publique, en tout cas pour partie, et qu'on peut retrouver sur le ministère des Armées, sur le site du ministère des Armées. Et c'est plus un secret pour personne. Pendant des années, c'était finalement quelque chose dont il ne fallait pas parler, etc. Maintenant, aujourd'hui, tout pays développé affiche clairement sa capacité
à agir dans le cyberespace, à la fois dans une logique de dissuasion aussi des autres, et aussi dans une logique d'accompagnement des opérations armées avec des actions cyber conjointes qui peuvent être celles qu'on évoque depuis le début, c'est-à-dire d'arrêter des systèmes, de faire dysfonctionner des systèmes, etc. Mais il ne faut pas négliger un pan qui est à la limite de la cybersécurité, et où je suis sûr que mes colistiers d'aujourd'hui aimeront réagir, c'est tout le pan de la désinformation, parce qu'on est aussi effectivement dans un certain nombre d'attaques cyber, dans cette logique-là, pour, au-delà d'un effet purement technique sur des systèmes, arriver à avoir un effet à plus large échelle sur les populations. Juste pour compléter ce que vient de dire Jérôme, évidemment, tous les pays aujourd'hui ont des équipes offensives. C'est une évidence, même si beaucoup vont mettre en avant la partie défensive. On sait qu'on a des pays très hostiles qui sont extrêmement organisés, qui laissent un certain nombre de cybercriminels très en vue. Si on parle de la Russie typiquement et d'un groupe APT29, les mecs paradent sur la place du Kremlin avec leur Lamborghini plaqué or, et tout ça en toute impunité. Bon, on le sait, ils sont là, ils sont hyper organisés pour ça, ils sont faits pour ça. Les pays occidentaux le font avec un peu plus de discrétion, on va dire. La lutte informatique offensive est réservée à certains. Comme le disait Jérôme, il y a même un contrôle là-dessus. On peut pas tout faire et faire n'importe quoi dans tous les sens. Donc tout ça, il y a une doctrine, comme disait Jérôme, et tout ça est réglementé, même si on sait qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais et qu'on ne verra jamais. Je vais prendre un peu à contre-pied pour nuancer un peu, parce que je suis très gênée en fait quand on parle d'armée numérique ou des choses comme ça, parce que en fait une armée ça a une structure particulière, ça a un périmètre d'action particulier, et donc du coup faire une analogie comme ça et nommer de la même manière la capacité d'acteurs en fait à défendre par des moyens très divers en fait leurs intérêts. Donc bon, il y a certains qu'on n'apprécie pas trop parce que ils sont totalitaires, illibéraux, etc. Il y a plein de qualificatifs qu'on peut leur ajouter. Et il y en a d'autres avec lesquels on est plutôt à l'aise parce que ce sont des États démocratiques, etc. Mais si on regarde au fond des choses, déjà les approches sont les mêmes, et en fait chacun cherche à exister et à défendre ses intérêts. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a effectivement des États qui sont beaucoup plus actifs sur ce volet-là que d'autres. On en a cité quelques-uns. Il y a la Russie, évidemment, mais il y a aussi l'Ukraine, il y a aussi les États-Unis, il y a aussi la Chine, il y a l'Iran, qu'on oublie en fait beaucoup trop souvent et à tort. Il y en a quelques-uns. Tout le monde n'a pas une doctrine formalisée. Tout le monde n'a pas une doctrine formalisée depuis longtemps. Et tout le monde, en fait, n'a pas une doctrine formalisée qui porte sur les mêmes sujets. Et c'est là aussi où on va retrouver des actions qui sont très différentes et qui sont plus ou moins, en fait, alignées avec ces différentes doctrines. C'est là où on va retrouver des acteurs étatiques qui, pour se défendre, vont aller désarmer leurs alliés en face. J'ai mentionné les États-Unis sans les mentionner, avec différents Defend Forward, etc. Mais il y en a aussi d'autres qui vont faire justement, qui vont outsourcer, qui vont donner à des tiers des choses à faire. Et typiquement, l'Inde commence à être en fait une terre d'accueil pour des sociétés de ce genre-là, mais aussi l'Iran, on va dire, qui fait travailler énormément de gens, des petites PME de la cyberdélinquance, voire plus, pour le compte de l'État-nation en question. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je disais un peu la notion d'armée, elle est incorrecte parce qu'elle suppose autre chose que ce qu'on voit. Toujours est-il que là où on a un angle mort, c'est que nous n'avons pas en fait une plateforme commune, diplomatique ou autre, à travers laquelle essayer de ne pas faire en fait n'importe quoi dans le dos des autres,
parce que en fait, tout le monde est libre de faire des choses dans les limites qu'impose l'existence des autres, dans les limites des libertés des autres. Et donc c'est là où on peut pécher et se retrouver dans des situations où on qualifie d'hostilité certaines actions et certaines activités, ou qui le sont aussi complètement, mais là on tombe en fait dans des notions de conflit hybride et des choses comme ça, qui sont encore autre chose. Et c'est pour ça aussi que la notion d'armée, elle peut être un peu inexacte ici, parce que une armée, elle participe pas à n'importe quoi en fait, à n'importe quel type d'action. Comme pour les précédentes Olympiades, nous sommes absolument convaincus que les Jeux Olympiques à Paris vont concentrer sur notre pays un niveau inédit d'attaques cyber de tout ordre. Les Jeux Olympiques, pour vous donner des... Ici, plus près de nous, on est à quelques semaines des Jeux Olympiques. On enregistre le 13 juin et donc aussi à quelques jours d'élections législatives anticipées. Ce que vous dites, c'est que les batailles vont aussi se passer là. Il y aura aussi des impacts. J'allais citer les cas de deepfake qui sont désormais répertoriés, qu'on connaît. Faut s'attendre à avoir des choses nouvelles, des armes nouvelles que vont utiliser des États, donc pourquoi pas pour de la déstabilisation ou des groupes moins étatiques peut-être ? En tout cas, l'intelligence artificielle, elle va permettre plein de choses. Comme dans nos activités classiques, on voit que les cas d'usage sont quasiment illimités. Maintenant, il faut trouver ceux qui sont vraiment efficaces de ceux qui le sont moins. Ce qui est clair, c'est que les cyberattaquants, ils ont toujours été très très forts en transformation numérique. Et ils savent s'emparer très très vite des nouvelles technologies qui arrivent, les tester, et puis voir s'ils en font quelque chose. Et d'ailleurs, on peut voir que ce soit Microsoft ou OpenAI qui est derrière ChatGPT, ont à plusieurs reprises communiqué sur comment des attaquants étaient déjà en train d'utiliser leurs services pour réaliser des attaques. Alors aujourd'hui, la manière dont c'est utilisé est assez classique. Traduction de texte pour faire des meilleures fraudes, amélioration d'un certain nombre de codes sources, comme le ferait un développeur d'une application de gestion très classique. Voilà, donc on n'a pas encore d'outils d'attaque automatisés qui vont prendre le contrôle du monde entier, comme ça peut être fantasmé à certains moments. Et heureusement. Et en même temps, il faut le savoir, la défense utilise aussi beaucoup les systèmes d'intelligence artificielle, de manière, on va dire, aujourd'hui plutôt en termes de recherche et de développement, de tests, etc. Mais il y a des travaux qui sont assez encourageants et qui peuvent montrer que, justement, on pourra en tirer parti. Donc on va vraiment être dans une course à l'attaque et à la défense. Le point, par contre, moi, qui m'inquiète aujourd'hui et où je trouve que l'attaque a de l'avance sur la défense et que c'est pas facile à compenser, c'est le sujet des deepfakes. Aujourd'hui, les deepfakes se multiplient. Nous, on le voit clairement sur les incidents qu'on peut être amené à observer chez nos clients. Des dirigeants dont l'identité est falsifiée, on va dire, à la fois en voix, en images, en vidéo, dans des conférences, dans des vidéoconférences, etc. De manière finalement assez simple, mais assez efficace. Et en regard, on n'a pas beaucoup de systèmes techniques qui aujourd'hui permettent de se protéger de ces attaques-là. Il y a beaucoup de travaux de recherche, mais encore assez peu de systèmes automatisés qui, d'un seul coup, vous êtes en vidéoconférence, vous met une petite alerte en disant « Attention, ceci est potentiellement un flux frauduleux ». Ça, ce serait très utile, mais malheureusement, comme je disais, on l'a pas encore. Donc, il va falloir, en attendant que ces systèmes arrivent et en espérant qu'ils puissent être au niveau de qualité qui vont nous permettre également de leur faire confiance dans ces alertes, ce qui reste un challenge, il va falloir être très attentif, peut-être revenir à des anciennes méthodes de mots-clés qu'on va se passer entre personnes qu'on aura vues en physique, qui vont nous permettre de valider telle ou telle opération particulièrement sensible, comme des gros virements ou de l'évocation de sujets très sensibles. Donc voilà, l'IA, oui, va aider l'attaque, malheureusement, elle va aider la défense aussi, heureusement, mais aujourd'hui, attention au deepfake. Benjamin Leroux, c'est ça aujourd'hui, travailler pour la cybersécurité, c'est une course de fond sur les technologies contre les assaillants, c'est s'emparer des nouvelles technologies aussi vite, voire plus vite qu'eux ? Oui, exactement. Comme Jérôme l'a dit, on a face à nous des gens assez malins qui savent, qui comprennent les technologies, qui identifient, qui comprennent les usages et qui ont quand même un talent unique pour trouver
la façon de détourner l'usage, trouver la petite brèche dans l'usage normal, entre guillemets, qui a été défini. Et du coup, pour les défenseurs, il faut essayer d'aller au moins aussi vite et avec des moyens qui sont peut-être pas toujours équilibrés. Donc le challenge, c'est ça, c'est de comprendre ces technologies, de pouvoir comprendre les failles potentielles, de mettre les protections. On citait l'exemple des deepfakes. Moi, il y a un autre pan qui me génère des inquiétudes, c'est tout ce qui est système industriel, toutes ces choses qui étaient historiquement pas nécessairement connectées et qui sont maintenant connectées. Quand on s'en prend à ces systèmes, les répercussions, elles sont très physiques, elles peuvent être désastreuses. Alors peut-être que pour le moment, on a un petit peu de chance parce que les attaquants ne connaissent pas les vieux protocoles industriels qu'il faudrait cafouiller pour prendre la main là-dessus, mais peut-être que ChatGPT va leur donner des facilités de langage. Mais en tout cas, voilà, moi c'est aussi un autre exemple où là, pour le coup, c'est pas nécessairement une course vers la nouveauté technologique, c'est presque un retour vers le futur, parce que c'est parfois des vieilles technologies, mais on a un impact, et là, ça illustre, on est quand même sur le grand écart entre comment on protège des informations, que ça soit le flux de visioconf entre le patron de grande boîte ou l'information en masse pendant les événements, et de l'autre côté, on va parler d'une vieille machine avec un serveur devant qui devrait peut-être pas être connecté, mais qui a été connecté parce que c'est plus pratique pour faire de la maintenance à distance. Enfin, on a vraiment, on fait le yo-yo entre des contextes technologiques, des niveaux de risque, des enjeux qui peuvent faire un peu tourner la tête, mais malheureusement, et en même temps heureusement, c'est ce qui fait que c'est passionnant, il faut composer avec tout ça. On a parlé du caractère donc protéiforme des menaces. Les façons de se protéger, donc vous diriez que c'est aussi à tous les niveaux. C'est une responsabilité nationale des administrations, des employeurs et aussi individuelle. Ça se passe à tous ces niveaux-là. Ouais. Vous posez la question de cette façon-là et que ça fait un moment en fait que c'est mon cheval de bataille, c'est de sortir de cette approche très individuelle. Où en fait on essaye de piéger les gens avec du faux phishing et des choses comme ça avec zéro suivi derrière, et en gros on se retrouve dans la situation où, pour résumer, c'est la survie et le développement de votre société, elle dépend du fait que le stagiaire clique pas malencontreusement sur un mail illégitime, quoi. Enfin, c'est complètement ubuesque comme façon de voir les choses, et où on a en fait on oublie en fait trop souvent qu'il y a deux niveaux de responsabilité. L'une, c'est effectivement la responsabilité individuelle, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? Parce que nous, on peut très bien baigner là-dedans toute la journée. Franchement, quand un mail de phishing, c'est une copie conforme, c'est un clone d'un mail légitime, c'est vrai que je mets quelques secondes quand même pour pour me rendre compte que ce mail-là, faut pas que je réagisse dessus autrement que le bloquer, quoi. Mais voilà, on a aussi ce genre d'aspect, et que la course pour prévenir en fait les problèmes potentiels, elle est beaucoup trop éreintante pour pouvoir en fait chercher à faire reposer ça uniquement sur les épaules de gens pour qui, par ailleurs, la cyber n'est pas du tout la priorité. Donc on a aussi un aspect responsabilité collective qui est bien sûr au niveau des organisations, mais qui est aussi au niveau plus large de l'application de la loi. C'est qu'aujourd'hui, on forme très peu, finalement, les gens qui sont au contact de nous tous et toutes, et on leur donne pas vraiment les moyens pour pouvoir poursuivre, agir en fait finalement sur ce qui se passe sur le terrain. Donc on a aussi cet aspect-là qui est quand même, on est en 2024, bientôt 2025, c'est anormal de ne pas en fait avoir une approche systémique de ce risque qui lui l'est systémique. Donc voilà, du coup il y a il faut que la responsabilité soit outillée, soit financée, notamment la responsabilité collective. Alors tout à fait. Moi, j'adhère à ce que dit Reynad. Il ne faut pas stigmatiser. Moi, j'entends depuis des années le problème, il est entre la chaise et le clavier. Ça, il faut arrêter. À un moment, tout le monde est faillible. Moi, un jour, je cliquerai sur un phishing. Moi, un jour, je me ferai avoir. Et en fait, je pense qu'il faut prendre le problème à la racine. Et en fait, le problème, c'est que depuis des années,
on ajoute soit de la stigmatisation des personnes, soit on ajoute du dire il faut se protéger, donc ajouter cette brique-là, et puis cette brique-là, et puis cette brique-là, puis à la fin vous savez plus où vous en êtes. Le vrai problème, et heureusement nos gouvernements ont commencé à le prendre en compte, c'est que ce qu'on construit dans le numérique aujourd'hui n'est pas sécurisé par défaut. Je fais l'analogie souvent avec le monde de l'automobile. Pour les auditeurs qui s'en souviendront, dans les années 1960-70, les ceintures de sécurité, c'était des options. Il fallait aller dans un garage pour faire monter une ceinture de sécurité dans sa voiture. Et donc ne le faisaient que les gens, soit qui étaient très conscients du risque, soit qui avaient eu des accidents et qui ne voulaient pas que ça recommence. Dans le numérique, on en est là aujourd'hui quasiment. Vous achetez un système numérique, il est plein de trous. Et personne, de base, ne le sécurise. Et quand vous voulez le sécuriser, il faut ajouter des choses, il vous faut des experts, du temps et de l'argent. Donc heureusement, la situation change. Et j'espère qu'on arrivera à la même situation que celle de l'automobile aujourd'hui. Puis on voit que des grandes marques, comme Apple, alors qu'il y a plein de choses à se reprocher sur plein de domaines, mais on peut pas leur enlever le fait qu'ils poussent quand même et qui se différencient grâce à la protection de la vie privée, grâce à la cybersécurité, et qui met dans l'esprit des gens aussi le fait que c'est quelque chose d'important quand on va faire un choix, quand on va s'équiper dans le numérique. Mais l'enjeu, c'est qu'en agissant à la racine, en ayant des systèmes plus sûrs, en ayant les bons réflexes de sensibilisation, de communication, etc., on fasse que le risque cyber au sens large, il devienne acceptable, à la fois économiquement, mais aussi socialement. Et je pense que quand on en sera là, on aura vraiment progressé, et on a encore quelques années, malheureusement, avant d'y arriver. Antonin, Élie, peut-être pour conclure. Alors, en tout cas, le côté positif, c'est que vos métiers ont de belles heures devant eux. Ouais, ça c'est sûr. On a encore pas mal de travail. Non, c'était juste pour conclure sur ce sujet-là, parce que et revenir à un texte. On en parlait un peu, mais c'était la directive Nice pour l'Europe et son application pour la France. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de la sensibilisation auprès de tous. On ressent ça comme une obligation, comme une fessée, comme une punition, etc. Mais non, il y a beaucoup de choses intelligentes dans ce texte. Il y a beaucoup de choses très importantes, notamment l'évaluation du risque. On en a parlé. Plus que de dire c'est de la faute de Madame Michu parce qu'elle a cliqué. Non, Madame Michu, elle a fait ce qu'elle a pu et comme l'a dit Jérôme, un jour il se fera peut-être avoir. Je me suis fait avoir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il faut qu'on mette en œuvre un certain nombre d'automatismes partout, à tous les niveaux, que ça soit dans l'État, que ça soit dans les grandes entreprises, dans les petites entreprises et chez les individus. Il faut que tous ces automatismes-là soient appris et deviennent quasiment innés dans peu de temps pour qu'on puisse se sentir un peu mieux. Benjamin Leroux, c'est le vœu que vous formez aussi ? Ouais, tout à fait. Le parallèle avec la voiture, il marche bien parce que la voiture, elle intègre de la sécurité. On a confiance dans cette sécurité. Globalement, s'il y a un voyant rouge qui clignote sur la voiture, on ne va pas le remettre en question. On ne va pas dire non, mais c'est une fausse alerte, je continue de rouler. Et en plus de ça, ça rejoint un peu ce qui a été dit sur la formation. On éduque les gens qui ne sont pas dans les voitures, mais qui sont sur les trottoirs. On explique qu'il ne faut pas traverser quand c'est rouge, qu'il faut faire attention. Et ça, dès l'école, dès le plus jeune âge. Donc je pense que là aussi, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est nécessaire pour arriver à une espèce d'éducation civique, numérique, cyber, où dès le début, on apprend les bons réflexes. Ça aidera aussi à lutter contre la désinformation. Et à la fin, cette cyber, elle sera un réflexe. Elle ne sera pas parfaite, ça a été dit, mais tout le monde contribuera de façon presque intégrée comme un réflexe. Eh ben c'est sur ces perspectives passionnantes que s'achève notre discussion. Merci infiniment à tous les quatre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre expertise et vos intuitions. C'était Données Sensibles, le débat. Retrouvez tous les épisodes sur votre plateforme de streaming et n'oubliez pas de boucler votre ceinture de sécurité quand vous roulez sur les autoroutes de l'information. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à relayer cette série dans votre réseau si elle vous a plu. Données Sensibles a été produite par Advance et réalisée par Coltrane. Merci à tous les participants qui nous ont livré leurs témoignages et à vous de nous avoir suivis.